Marc Goutte-Kunz, bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour notre chaîne internet qui s'appelle Fast Forward, D'accord. qui veut dire avance rapide en anglais, Mhm. pour permettre justement aux web spectateurs de pouvoir faire une avance rapide dans leur vie, en partageant des connaissances qui nous paraissent essentielles et qui malheureusement sont peu relayées dans les médias traditionnels. Alors pour commencer classiquement les interviews, on a l'habitude de demander de vous présenter, Mhm. d'où vous venez, où vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi et un peu le parcours que vous avez suivi. Très bien. Je suis né à Montpellier, en métropole, avec une origine à la fois du nord de la France et alsacienne, pour une part, d'où mon nom de famille, et avec mon père biologique qui est antillais. Donc je suis métisse à la confluence déjà de deux aspects culturels, et ça va avoir peut-être une importance au long de mon parcours, en tout cas dans ma recherche. Sinon, j'ai grandi en métropole, j'ai suivi un cursus assez classique. Mon cursus initial m'a amené à m'orienter vers la construction, l'architecture d'espaces verts. Et j'ai poursuivi dans ce domaine-là et je construisais à un moment donné des terrains de golf. Mais ça a été une partie initiale. Et dans ma vie, j'ai rencontré un certain nombre d'événements, de personnes qui ont parallèlement m'ont permis de développer d'autres choses et de m'orienter vers d'autres voies. Voilà, globalement, vers l'âge de 20 ans, je suis à la recherche un tout petit peu je faisais des arts martiaux quand j'étais petit, et puis j'avais envie d'évoluer. Lesquels? Je travaillais au niveau, enfin les arts martiaux que j'ai fait, c'était des arts martiaux tout à fait classiques, hein, le judo, un peu de kung-fu, un peu des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu une période d'adolescence où j'ai un peu tout arrêté, où ça a été plus chaotique, l'adolescence, quoi, de manière générale. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai le désir de reprendre un petit peu ces approches-là. Et en même temps que l'aspect martial m'intéresse, j'ai pas envie d'être uniquement confiné dans ce rapport-là. Il y avait quelque chose qui m'intéressait au niveau de la spiritualité, de comprendre le monde. Et à cette période, je fais faire la rencontre d'un ami qui faisait du tai chi, donc dans les années 80 à peu près. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était, je l'ai suivi, j'ai rencontré à l'intérieur de ça à la fois un engagement physique et puis aussi une certaine philosophie, une certaine ouverture, une certaine réflexion sur le monde et la vie. Et j'ai commencé à travailler avec lui pendant une année. Et puis au bout de cette année-là, lui me propose d'aller avec lui rencontrer la personne avec qui il travaillait, Tubunag, et j'ai accepté. Et à partir de là, ça a été une vraie rencontre, quelque chose qui a vraiment modifié ma vision du monde, ma vision, m'a posé des questions, a répondu à certaines questions, mais m'en a posé d'autres, m'a demandé de transformer un certain nombre de choses dans mon existence. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour, mais disons que ça a été le départ du processus. Et ça s'est passé où cette rencontre alors? Alors cette rencontre, elle s'est passée en Espagne. C'est-à-dire qu'il y avait un séminaire qui était organisé où différents enseignants des différents pays européens venaient rencontrer Thieu en Espagne. Je suis parti participer à ce séminaire à peu près pendant, je crois que c'était une retraite là d'une semaine. Une semaine où j'ai été confronté à plein de choses, à des aspects de moi-même, à la relation à l'autre, à une découverte de plein de choses, parce que dans son enseignement, il y avait à la fois la pratique du tai chi à proprement parler. Est-ce qu'on peut, pour les gens qui ne connaissent pas bien, le tai chi, définir rapidement c'est Tout quoi à le tai fait. chi? Les tai chi, l'image qu'on en a communément, ce sont les personnes en Chine qui font des mouvements dans les parcs. En fait, c'est un art En fait, le terme exact, c'est Tai Chi Chuan. Chuan voulant dire la boxe, le point. Et Tai Chi, c'est le fait suprême, c'est la boxe suprême. Il y a une idée aussi de globalité, d'unité, d'entièreté. Et ce sont des mouvements qui sont en général exécutés de manière assez lente pour permettre à l'attention, à la conscience d'être présent à la position du corps, à la stabilité du souffle, de l'énergie, à sa circulation et une stabilité aussi de la conscience. C'est-à-dire que ce triptyque qui est le corps, la conscience et l'énergie sont mobilisés simultanément. Et ce triptyque-là va être un élément important tout au long de ma recherche et on va retrouver cet élément-là pendant longtemps.
Donc à travers les mouvements du corps, comment on peut stabiliser son attention, comment on peut stabiliser sa conscience, comment on peut stabiliser son souffle, comment la qualité de notre vie peut évoluer à travers ça. Et donc forcément, la première chose qu'on va rencontrer aussi, c'est ce qui empêche cela. C'est-à-dire peut-être nos agitations, nos émotions, et ça nous amène progressivement vers un travail d'introspection, une visite intérieure à différents niveaux. On va rencontrer ce qui est fluide et ce qui peut circuler correctement au niveau du corps et ce qui ne circule pas. Et pareil au niveau de notre conscience, de notre énergie, de la même manière. Il y a un peu un choc de civilisation entre l'asiatique et l'occidental, parce que c'est vrai que vous n'avez pas peut-être pu réussir à trouver cette aspiration dans une méthode pratiquée en Occident. Vous êtes allé chercher quelque chose Alors qui effectivement, vient de Chine, finalement. Le tai chi, c'est chinois. alors c'est d'origine chinoise, bien évidemment, et on pourrait rester dans un aspect culturel des choses, ou transcender cet aspect culturel et s'apercevoir que finalement, il va y avoir des points communs dans notre humanité et que finalement, ça va s'inscrire à chacun d'entre, ça peut s'inscrire pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, des disciplines qui sont plurimillénaires ont aussi un impact dans notre quotidien aujourd'hui. Ils continuent d'être vivantes et prégnantes dans notre quotidien. Alors effectivement, ma démarche a commencé par l'Extrême-Orient. C'est-à-dire, c'est la découverte, parce qu'effectivement, peut-être que dans mon environnement, les choses n'étaient peut-être pas si évidentes à trouver, en tout cas dans mon aspiration. Et puis peut-être qu'elle faisait aussi référence, pour moi, à l'adhésion à des mouvements spirituels avec lesquels j'étais pas forcément en accord. Peut-être qu'il y a des choses dans la vision occidentale, dans la chrétienté, qui parlent de cela. Mais disons qu'à cette époque-là, je n'étais pas enclin facilement à me diriger vers ces aspects-là. Et finalement, ce qui s'est proposé, cette forme de spiritualité qui était un peu véhiculée à travers ça, a été pour moi la porte d'entrée. Mais cette porte d'entrée m'a ramené comme une boucle à la compréhension de notre culture et de notre civilisation. Et à découvrir que nous avons aussi dans nos traditions la même vision du monde, qu'il y a des pratiques similaires, que finalement il y a un grand point commun à l'intérieur de tout ça. Et c'est ce qui m'a plus intéressé, c'est de passer au-delà des différences culturelles pour trouver un petit peu le point commun, qu'est-ce qui nous anime tous en tant qu'individus, un peu sur cette planète, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme point commun? Comme point commun, on est tous conditionnés par plein de choses. On a tous des visions du monde qui sont extrêmement conditionnées par notre culture, par notre aspect, même notre conditionnement physique nous amène à voir le monde d'une certaine manière. Nos émotions aussi sont des choses qui nous conditionnent beaucoup. Donc dans l'humanité, on vit à travers beaucoup de ces conditionnements. Et puis, derrière cela, il y a quand même une forme d'humanité, il y a quelque chose qui transparaît dans notre conscience à tous, quelque chose qu'on partage tous vraiment en tant qu'être humain, qui est de l'ordre d'une ouverture finalement, de l'ordre de la recherche finalement pour chacun d'entre nous d'un équilibre. Finalement, on a une quête du bonheur. Et de réponses métaphysiques aussi, Et peut-être? certainement de réponses métaphysiques. Certainement que juste une vie mécaniste et mécanique ne nourrit pas suffisamment l'individu. Il a besoin de quelque chose de plus large, il a besoin de la beauté, il a besoin de la nature, il a besoin d'avoir des aspirations qui sont transcendantes. Et ça, c'est quelque chose d'inné dans notre humanité. Dans toutes les civilisations humaines, on va retrouver un petit peu la même problématique. Même recherche. Après cette expérience du tai chi qui vous a emmené en quelque sorte vers un chemin initiatique de la découverte de vous-même, par où êtes-vous passé? Alors, ce travail avec Chiu a duré à peu près pendant une douzaine d'années. Alors bon, et bien sûr, pendant ces 12 ans, je le rencontrais de manière sporadique à différents endroits. On passait du temps, on prenait de l'information, puis on revenait, on travaillait entre nous, et puis on a développé un petit peu des choses comme ça. Mais bien sûr que j'ai travaillé pendant tout ce temps-là avec, dans d'autres aspects, ma vie civile, j'ai eu des enfants, il a fallu construire une famille, enfin j'ai construit une famille, et tout cela s'est développé progressivement.
C'était quoi votre univers professionnel justement? Mon univers professionnel, comme je le disais au départ, c'était le jardin espace vert, c'était la construction et la conception de jardin espace vert. Et en fin de ma carrière à ce niveau-là, j'ai travaillé sur la construction de terrains de golf et l'entretien de terrains de golf. Est-ce que à cette phase-là, vous arrivez à amener plus de conscience dans votre création d'espaces verts à travers justement des ouvertures spirituelles que peut vous amener le tai chi ou des réflexions qui ont fait que vous avez dit là, je ne construis plus les espaces de la même manière que je les construisais au début? Oui, et même avant, même dans mes études, il y avait une aspiration à essayer de voir avec des amis, quand on était en cours, on rigolait en disant on est rentré avec une fleur à la bouche et on est ressorti avec un sac d'engrais sous le bras. C'est-à-dire que bien, il y avait tout de suite un peu un décalage entre les aspirations intérieures de la relation avec la nature et puis la réalité de terrain et comment dans notre société on entretient les choses, le rapport qu'on a avec la nature. Et à cette époque-là, dans les années 80-90, ce qui a perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'utilisation des engrais, des produits phytosanitaires, tout ça me posait déjà questions et problèmes quelque part. Et finalement, jusqu'au moment où le schisme entre les deux n'a plus été possible, c'est-à-dire soit je m'engageais vraiment dans une autre voie, mais je ne pouvais pas continuer de travailler avec les prérogatives de ce qu'on me demandait de faire au niveau des terrains, les traitements qu'on me demandait de faire, et puis ma conviction personnelle. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est venu aussi à une période de vie où j'avais déjà envie de m'orienter plus pleinement vers cette pratique qui m'animait, la pratique des arts internes, que ce soit le tai chi, mais aussi la méditation et toutes ces choses-là. Et donc c'est à peu près à cette même période où lors d'une dernière des rencontres que j'avais avec Thieu, je lui ai demandé si je pouvais enseigner ces disciplines. Et il m'a dit, après ça faisait 12 ans que j'étais avec lui, il me dit oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Et il a rajouté, et si c'est possible, tu ne fais que ça. Et je l'ai pris au mot. Et je me suis dit, je vais faire que ça. Et c'était un vrai engagement pour moi. Donc je suis rentré et de toute façon j'étais dans une période charnière. Mais j'ai vraiment décidé d'arrêter mon activité donc, dans le domaine des espaces verts. J'ai donné ma démission et je me suis dit je vais faire des cours de tai chi. Et ça n'a pas été facile. C'est ce que j'allais dire. Comment on rentre comme ça dans une nouvelle profession? Difficilement. À l'époque en plus, il n'y avait pas l'aspect médiatique qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas la même connaissance. Donc très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible. Globalement, pour vivre au quotidien, matériellement, assurer sa vie, ça n'allait pas être possible. Donc je me suis posé la question, comment respecter mon engagement, comment respecter ma parole, tout en trouvant une activité qui allait quand même me permettre de pouvoir nourrir mes enfants, payer mon loyer, enfin les choses quotidiennes, quoi. Et à ce moment-là, parce que dans l'enseignement que je suivais, il y avait à la fois bien sûr le tai chi, la méditation, et il y avait aussi du massage traditionnel. Et donc je me suis posé la question si il y avait quelque chose qui pouvait faire le lien. Et je me suis orienté, j'ai fait des recherches, je me suis orienté vers la médecine traditionnelle chinoise. J'ai été rencontrer des thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise qui m'ont dit que c'était effectivement une possibilité, ils m'ont convaincu aussi, eux, que c'était une voie véritablement intéressante de pratique, et je la trouvais en corrélation avec la démarche que j'avais entreprise. Donc j'ai décidé d'entreprendre un cursus professionnel au sein de cela. Donc j'ai contacté différentes écoles en métropole. Et puis il y a une école par son esprit qui m'a particulièrement intéressé, qui a été le CEDRE, qui est le Centre d'études et de recherche en ethnopratique. Donc je me suis inscrit, j'avais pas un sou en poche, le cursus faisait 5 ans, à l'époque c'était, je sais plus, ça faisait à peu près 10 000 francs, c'était alors à l'époque des francs, 10 000 francs par an, j'avais pas le moindre centime devant moi. Alors j'ai monté une association, parce qu'à cette même époque, il y avait le début des emplois aidés. Tant pis, c'est la vie. C'est la vie, c'est la pluie. Elle s'invite. Tout ça pour dire que j'ai monté une structure qui m'a permis de trouver une base pour travailler et de suivre cette formation.
Et je suis rentré en formation pendant 5 ans. Mais j'avais assuré quelque part une base minimum pour pouvoir pallier aux nécessités quotidiennes, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend en médecine chinoise? On apprend déjà, contrairement à la médecine occidentale, qu'il vaut mieux être préventif que... Oh, Alors, effectivement, nous, en France, on soigne après. En Chine, ils soignent avant. ils soignent avant et après, Avant et après. les deux. C'est vrai qu'il y a un aspect de prévention qui est intéressant. Mais la prévention en médecine chinoise, elle se voit à 2 niveaux différents. Elle se voit bien sûr avant de tomber malade, c'est une évidence. Et puis, il y a un deuxième aspect de la prévention, c'est que quand la pathologie est déclarée, le praticien doit prendre soin de voir comment cette pathologie-là pourrait se développer et renforcer les aspects pour qu'elle ne puisse pas continuer de se développer. C'est-à-dire, c'est la prévention pour éviter que, suite à cette pathologie-là, des effets dits secondaires puissent apparaître. Donc il y a 2 aspects de la prévention qui sont mis en place. Alors ça, effectivement, c'est une des caractéristiques, mais la médecine chinoise est surtout un système médical à part entière, qui se base sur l'établissement d'un diagnostic différentiel. Et de ce diagnostic différentiel, il y a un principe de traitement qui en découle, et suite à ce principe de traitement, il y a différents outils thérapeutiques qui sont mis en œuvre. Dans les différents outils thérapeutiques, on trouve l'acupuncture, on trouve le massage thérapeutique, on trouve la pharmacopée chinoise, on trouve les soins énergétiques à proprement dit avec le Qigong médical, et on trouve également la psychothérapie. Donc on a 5 grands outils à la disposition qui vont répondre au principe de traitement et au diagnostic qui a été fait. Donc justement, parlons un petit peu des raisons de cette maladie. Alors j'ai regardé un petit peu, parce que je ne suis pas du tout expert en médecine chinoise, mais j'aime bien me renseigner avant de rencontrer les gens. Et j'ai trouvé quelque chose qui me disait qu'il y avait 2 principales causes de maladie, et tu vas me dire ce que tu en penses. C'était la déficience du manque d'énergie des reins et aussi la stagnation du sang et de l'énergie. Mauvaise gestion des émotions. Oui, tout à fait. Alors, Est-ce on va prendre par la deuxième. Est-ce que c'est vraiment structuré autour de ces 2 aspects? Ou toi, tu vois plusieurs aspects qui sont autour, ou c'est vraiment des aspects principaux de notre santé? En tout cas, le deuxième aspect que tu viens de citer est fondamental. On considère que le déséquilibre provient d'un manque de circulation de l'énergie et du sang. Globalement, quand l'information circule mal à l'intérieur de notre organisme, l'équilibre est rompu et donc la pathologie va apparaître. Ceci dit, si tout circule harmonieusement, alors il n'y a aucune raison que qu'un déséquilibre apparaisse. Donc ça, c'est vraiment la clé. C'est comment on va maintenir cet équilibre, comment on va permettre à cette énergie et au sang de pouvoir circuler naturellement et de manière harmonieuse. Pour ce faire, on va voir qu'à l'intérieur de notre fonctionnement physiologique, il y a plusieurs qualités d'énergie, parce que chacun des organes vibre à des hauteurs différentes, a des nécessités différentes, et comment ce système interne peut trouver une cohésion, une interrelation, trouver un équilibre et rester stable. Alors, dans la vision traditionnelle chinoise, il y a un triptyque très important qu'on va retrouver un peu partout, à la fois sur le plan philosophique, à la fois sur le plan de la médecine. C'est que on appelle ça les 3 trésors, mais ça se résume de manière très simple. Il y a la matière, l'énergie et l'information, la conscience. Et les 3 doivent être équilibrés. Et les 3 sont toujours ensemble. On pourrait même dire que ces 3 aspects-là sont constitutifs du vivant. Il n'y a pas un organisme vivant qui n'a pas une structure, même la plus légère soit-il. Avec cette structure, il y a besoin pour cette structure de bouger, d'être en interrelation avec son environnement, donc d'avoir de l'énergie pour se déplacer, pour se régénérer. Et puis il y a un programme finalement, il y a une information qui donne un sens à cet organisme, à l'intérieur de lui-même, mais aussi dans son environnement. Donc ce triptyque, on le voit, peut être présent à plein de niveaux, et c'est l'équilibre autour de ça qui va être maintenu. Je dis ça parce que même la conception organique, elle est vue à la fois sous l'organe en tant que matière, mais elle est vue aussi sous le terme d'énergie. Et on pourrait dire qu'il y a une information et une conscience, entre guillemets, qui peut se manifester à l'intérieur de cet organe. Et cette information est très liée à l'énergie
Et une des grandes qualités énergétiques de notre fonctionnalité, c'est nos émotions. C'est-à-dire que nos émotions sont partie inhérente de nos constitutions. Chacun des organes presque vivre à une hauteur vibratoire liée à une qualité émotionnelle, et que certains types d'émotions vont avoir des lieux particuliers dans le corps où elles vont avoir une résonance plus particulière. Justement, est-ce qu'on peut faire une petite découverte de ces organes où sont les énergies hautes, les énergies basses? Si par exemple on dit les poumons, c'est plutôt des énergies qui sont comment? Alors en fait, on pourrait parler d'énergie haute et basse en termes de fréquence, mais ce n'est pas dans l'assertion qu'il y en aurait une qui serait supérieure à l'autre. Il n'y a pas quelque chose de haut et de bas. Le moindre dysfonctionnement organique à l'intérieur crée des dommages. Il n'y a pas un organe véritablement supérieur à l'autre. Il y a des organes qui... Non, mais les poumons, ils sont plus... par exemple, quand on parle de la tristesse, l'émotion de la tristesse va aller se loger dans les poumons. Oui, parce que le mouvement énergétique lié aux poumons est décrit comme quelque chose qui se diffuse vers le bas. Les poumons, c'est un organe qui est assez haut dans l'organisme, et finalement, au niveau énergétique, il a tendance à redistribuer l'énergie dans tout le corps vers le bas. D'ailleurs, ce mouvement vers le bas, ça ressemble un peu à un mouvement de la tristesse. Il y a une analogie entre le mouvement énergétique, mais aussi les rythmes internes, externes, les saisons. Il y a une période, par exemple, où ça commence à descendre, où le soleil a été à son point culminant, puis ça commence à descendre, les feuilles s'assèchent, elles commencent à tomber, c'est l'automne. C'est un peu une période mélancolique. Un peu, voilà, exactement. On voit l'atmosphère. Et donc on voit ce type d'émotion venir se loger ou être en affinité avec cette fonction organique. Et ce, pour différents organes. Donc on a la tristesse, on a la joie qui va être dans le cœur. Ouais, effectivement, on voit bien, c'est un organe qui rayonne. On dit en médecine chinoise qu'il est l'empereur, il est au centre. Peut-être que ça veut dire que la joie devrait être au centre de notre existence. L'idée de rayonnement, de l'énergie, de l'ouverture peut être quelque chose de central pour l'individu. Et que effectivement, comme il va y avoir une action du cœur très, on dit d'ailleurs que c'est chaleureux, comme le soleil, c'est vraiment. Et donc il va y avoir une activité très importante d'organisation générale dans l'organisme, parce que pour l'organe du cœur, pour la médecine chinoise, dans sa vision, eh bien, la conscience est associée. La conscience est associée au cœur et pas uniquement au cerveau. Bien sûr, il y a un aspect cognitif dans le cerveau, mais le cœur, c'est le programme. D'ailleurs, justement, il y a ces découvertes qui ne sont pas très récentes, mais qui ne sont pas non plus très vieilles. C'est qu'on a des circuits neuronaux dans le cœur hyper importants et aussi dans le ventre. Il n'y a pas que le cerveau qui réfléchit, qui fait partie de notre réflexion. Bien sûr, aujourd'hui on met en évidence avec les nouveaux aspects technologiques des éléments qui étaient supposés et qui étaient plus que supposés, qui étaient mis en œuvre de manière empirique certainement, quoique ensuite très étudiés. Au départ c'est empirique, puis ensuite les Chinois par exemple, la médecine chinoise a eu comme avantage de consigner depuis des millions d'années tous les cas, toutes les situations, c'est-à-dire qu'ils ont un recul derrière qui est extrêmement important pour comprendre les mécanismes. Donc effectivement, il y a plein de corrélations aujourd'hui qui mettent en évidence ce dont on parle dans la médecine chinoise et ce qu'on découvre aujourd'hui dans les sciences cognitives ou dans les techniques de pointe. Alors on parle aujourd'hui de l'intelligence du cœur et c'est vrai que autant le cerveau va générer des décharges qui sont de l'ordre de l'électrique, autant le cœur va diriger un petit peu les décharges qui sont de l'ordre du magnétique et qui englobent notre champ de tout le corps. Mais un peu, oui, alors on peut faire cette distinction-là, mais finalement, in fine, c'est de l'énergie tout ça. Ça se met en mouvement. Mais c'est pour dire que l'énergie du cœur est beaucoup plus puissante que l'énergie électrique du cerveau. Le champ magnétique en lui-même a une capacité supérieure de reprogrammer notre être que notre mental. Oui et non, parce que si avec le cœur et qu'il n'y a pas d'esprit, compliqué quand même.
vivre avec 2,5 de tension au niveau cérébral, on a avoir un grand cœur, certes, mais on a une nécessité de trouver un équilibre dans tous ces éléments-là. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de supériorité, mais il y a juste un équilibre. Parfois, il y a des atrophies. C'est-à-dire que parfois, on va surexploiter une fonctionnalité de notre organisme. Peut-être qu'on a surexploité une fonctionnalité de notre mental. Et peut-être que cette fonctionnalité de notre mental est très pertinente dans un certain nombre de choses, mais dans d'autres plans d'investigation de nos vies, elle n'a pas lieu d'être. Si on prend l'exemple d'un outil, comme notre mental pourrait être un outil très, très, très habile, eh bien, on prend un crayon, on peut écrire des poèmes, des mots d'amour, on peut faire énormément de choses avec un crayon. On peut transmettre énormément d'idées, c'est extraordinaire. Donc le crayon est précieux. Mais si j'essaye de manger ma soupe avec le crayon, il devient très mal adapté. C'est pas que le crayon est mauvais, c'est qu'il n'a pas sa place pour faire telle et telle chose. Et effectivement, à un moment donné, il faut trouver un équilibre à l'intérieur de tout ça. Imaginez, vous êtes là devant un énorme coucher de soleil sur cette mer magnifique, vous êtes avec la personne que vous aimez, elle est là, et tout d'un coup, elle vous dit, tu vois là le nombre de tonnes d'hydrogène qui explosent pour donner cette couleur orangée, ça s'ajoute au carbone. Voilà, c'est tout simplement inapproprié. C'est que aussi à un endroit, on est obligé d'être touché par autre chose dans notre existence. Mais est-ce que justement la société occidentale, son but n'est pas de jouer sur le développement de notre mental pour y inculquer la peur et quelque part nous amener une certaine soumission consumériste? Est-ce que c'est parce que quand on va en Asie, on ne vit pas de la même manière, on ne vit pas la même chose et on sent tout ce poids des médias, de l'oppression du consumérisme en Occident? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle là-dedans sociétal de nous enfermer dans notre mental presque? Peut-être quelques petites bémols, parce que si on va aujourd'hui en Asie et en Chine, si vous allez à Shanghai, Hong Kong, ou n'importe où dans n'importe quelle grande ville, on va vite s'apercevoir que le consumérisme est très très présent. Hein. C'est énorme, ils sont tout autant que nous conditionnés. Et on parlait tout à l'heure, en début de notre rencontre, du conditionnement. Eh bien, le conditionnement, c'est peut-être ce qui nous tient enfermés. Parce que le conditionnement, c'est la limite qu'on se donne dans notre existence. On se définit à travers ce conditionnement. J'existe à travers lui. Et finalement, la quête, c'est comment ce conditionnement, est-ce qu'il est réel d'une certaine manière, mais est-ce qu'il peut être transcendé? Est-ce que je peux aller au-delà de mon conditionnement? Et est-ce que je peux redevenir libre finalement? Alors comment on fait pour sortir de ce conditionnement? Comment toi tu as fait peut-être si tu as réussi? Déjà s'en apercevoir, déjà accepter, déjà faire le premier pas, de rencontrer, de réfléchir et de dire oui, est-ce que mes actions, est-ce que je fais dans ma vie est tributaire uniquement de mécanismes que je mets en place de manière systématique pour pouvoir répondre aux situations et qui vont créer en moi beaucoup de perturbations. On parlait tout à l'heure de circulation d'énergie pour laisser la vie fluide et la santé advenir. Eh bien, on est forcé de constater que, non, on accumule des choses, que ce conditionnement crée parfois des tensions à l'intérieur et a un impact concret sur notre état de santé physique, émotionnel, mental. Et que ça crée vraiment une très forte tension. Donc, première chose, essayer d'identifier un tout petit peu quels sont ces conditionnements, en tout cas d'accepter de les voir et peut-être d'oser autre chose à un moment donné, d'en sortir, de regarder comment c'est compulsif, et si je réponds pas à cette compulsion, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que je meurs d'abord? Non, je meurs pas, je continue. Est-ce qu'on ne doit pas plus rechercher à répondre à ses aspirations? Ce qu'on aimerait faire, il faut juste le faire. Oui, faut regarder cela attentivement. Si on aime faire quelque chose, que ça ne nuit à personne, pourquoi pas? Et surtout si ça nous fait plaisir, et si ça en rend heureux, oui. Parce que dire être heureux, c'est appliquer telle ou telle règle. Ça peut convenir à un individu, mais pas à un autre. Là, on rentre de nouveau dans un dogme. Souvent, les gens, quand ils commencent une voie, ils veulent sortir d'un conditionnement, mais en fait, ils rentrent dans un deuxième conditionnement.
du conditionnement lambda, il rentre dans un conditionnement tai chi, qigong, yoga, tout ce que vous voulez. On se met à s'habiller en blanc, à parler un vocable machin, mais in fine, on n'a rien changé dans nos existences. On devient vraiment, avant on était intolérant à certaines situations, et maintenant on va être intolérant à d'autres situations. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pas grand-chose. On a continué de cultiver notre intolérance, on l'a habillée différemment. Non, je pense que c'est pas là certainement la clé de la recherche. Alors toi, dans ton évolution par rapport aux médecines chinoises, tu pratiques le Qigong, c'est ça? Tu as appris à pratiquer et à enseigner même cette pratique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous décrire? Tu nous as décrit le Tai Chi. Le Qigong, c'est pas très loin du Tai Chi finalement? C'est très très proche. Finalement, le Tai Chi Chuan s'appuie sur une vision du Qigong. Alors le Qigong est pour une part, parce qu'il y a eu plusieurs courants qui l'ont constitué, mais pour une part très très associé à la médecine traditionnelle chinoise. Pardon, excuse-moi. C'est un des éléments fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Qi, ça veut dire souffle, essentiellement. La traduction la plus courante, mais la moins adaptée, c'est énergie. Parce qu'énergie, il y a tellement de formes, on sait pas. Et c'est là plus l'idée du souffle, ou ce qu'on trouvait encore chez les Grecs, du pneuma. Cette histoire de souffle vital qu'on va retrouver en Inde aussi. C'est cette énergie fondamentale qui anime et constitue tout le vivant. Et donc, ça c'est énergie, et Kong veut dire, l'idéogramme représente un outil. C'est-à-dire, le Qigong c'est un moyen habile de travailler avec et sur l'énergie et de transformer. Donc, il y a eu plusieurs manières, plusieurs courants qui se sont développés pour travailler avec et sur l'énergie. Alors, travailler sur l'énergie, ça se fait avec des gestes, c'est ça? C'est pas avec des appareils pour ceux qui connaissent vraiment pas, on ne branche pas des électrodes. Non. C'est quelque chose d'ultra naturel et ultra simple. Tout à fait, oui. De faire des mouvements dans une expiration, inspiration, travailler la respiration, c'est important. Oui, c'est ça. Je parlais du souffle tout à l'heure. Alors le souffle qui est plus profond que juste l'acte respiratoire, hein, mais globalement, effectivement, si parfois il peut être difficile de répondre à la question qu'est-ce que l'énergie, on pourrait se poser la question suivante, c'est qu'est-ce qui n'est pas de l'énergie dans ce monde déjà? Tout est énergie, non? Si tout est énergie, on va vivre simplement, vous voyez, nous sommes constitués d'énergie. Finalement, l'énergie qui constitue la matière a une certaine densité, a une certaine vibration, et c'est le rapport de densité et de vibration qui fait que cette chaise, elle est dure pour moi. Mais admettons que je puisse faire changer, vibrer cette matière-là à une autre fréquence, que celle-ci s'amplifie, eh bien le rapport avec mon environnement va changer. Ça c'est un des outils du Qigong, c'est comment je vais arriver à passer d'un état très, très dense vers quelque chose de plus vaste, qui englobe plus de choses, qui me permet de toucher, de sentir avec plus d'éléments, et finalement d'harmoniser mon existence, de retrouver un équilibre au sein de tout ça. Alors dans la pratique, c'est des gestes, c'est quoi? Alors oui, effectivement, on peut avoir... Est-ce que tu peux nous montrer un mouvement de Qigong si c'est possible, hein, je ne sais pas comment ça peut être démontré ou si ça prend de l'espace, ou c'est pour les gens qui n'ont vraiment aucune idée, ils se rendent compte de qu'est-ce que ça peut être dans la vraie vie, quoi. Non, des gestes, il pourrait y en avoir... Chaque geste, c'est un mouvement de Qigong? Ben oui, puisque... Si on y met la conscience. Exactement. Si la conscience est présente à la gestuelle, la conscience est présente à la matière, mais elle est présente aussi à l'énergie. Alors au départ, on a peut-être un peu de mal à sentir ce que c'est que l'énergie. Peut-être il y a une petite expérience qu'on peut faire pour essayer d'approcher un petit peu cette notion-là. On est bien d'accord que si on observe la nature et qu'on observe un cours d'eau, on a un support matériel qui est l'eau dans une rivière. D'accord? Donc, on peut voir que cette eau est en mouvement et que le courant mobilise cette eau. Le courant, c'est la partie subtile qui mobilise l'eau. Eh bien, dans notre organisme, dans notre corps, on a beaucoup d'eau finalement. Le sang, les liquides sont un support matériel extrêmement important. Mais on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas, il est à l'intérieur. On est un sac d'eau de mer dans moins de place. Je plaisante. Mais disons, il y a des liquides, c'est quelque chose. Mais on peut même les percevoir, hein, ces liquides à l'intérieur du corps. Regardez, si on met sa main comme ceci,
juste les doigts orientés vers la terre, très simplement, et qu'on se détend, combien de temps il va falloir pour qu'on puisse sentir au bout des doigts comme un pétillement? Les petits picotements. Les petits c'est ça picotements. Ouais. On sent un flux, on sent le battement du sang qui peut se manifester jusqu'au bout des doigts. Ah, on sent ce Oui. flux-là, on est près de cette énergie-là. Et bien maintenant, si simplement on oriente l'avant-bras différemment, on va sentir la fluctuation. Si on fait vraiment cette expérience, on va se trouver dans une situation où on est sur un aspect liquidien très proche. Mais simultanément, si on écoute bien ça, on va voir que la sensation générale du bras change. On va s'apercevoir que tout d'un coup, il y a une perception de mon bras qui peut être différente. Des picotements, une sensation de densité, une sensation de volume qui peut être différente. Eh bien, à travers ce chemin très simple, là, on rentre dans l'attention d'une qualité énergétique. On n'a pas quitté le monde matériel, on l'a écouté d'une autre manière et il va nous donner quelque chose de différent à percevoir. Et puis tout d'un coup, ça peut faire comme un rayonnement. On peut sentir que quelque chose rayonne. Ou si on met nos deux mains l'une en face de l'autre et qu'on pose notre attention entre nos mains, il y a de fortes chances que, très très simplement, si on écoute cet espace, on puisse sentir une densité, une qualité. Si on laisse nos mains s'écarter l'une de l'autre, on peut sentir que la sensation entre nos mains change. Et cette énergie dans notre corps, même sur un point matériel, elle ne circule pas n'importe comment, ni de manière anarchique. Il y a une structure énergétique. Cette structure énergétique, si elle est cohérente, c'est la santé. Tout circule bien à l'intérieur. C'est un grand principe. Si jamais elle est déséquilibrée par quelque chose, c'est la pathologie. Mais la voie de circulation, elle existe à l'intérieur. Donc le Qigong, finalement, c'est à l'aide de ces mouvements et de cette perception de la conscience de se rééquilibrer. Voilà, c'est de ça rétablir les voies de circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. C'est un des premiers grands aspects. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on peut faire une expérience très simple qui peut être reprise. C'est cette énergie, l'onde qui constitue cette énergie, elle préside à la forme, elle est avant la forme. Il y a un concept en médecine chinoise qui dit la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organe uniquement qui est important, mais la fonction qui l'occupe. Si la fonction est déficiente, l'organe va être déficient. Mais si on enlève l'organe et qu'on ne régule pas la fonction, la déficience peut rester. Comment je pourrais illustrer ça? Eh bien, si tu prends une feuille, tu mets du sable dessus, tu sais, du sable vraiment très fin, c'est un tas informe, on dit informe, il n'a pas de forme. Puis justement, dans une enceinte, tu fais passer du son. Tu vois bien que le sable s'organise. La forme matérielle, elle se manifeste à travers le son. Mais l'information, elle est où? Elle est dans le sable ou elle est dans le son? Elle est bien sûr dans le son, elle est dans la vibration. Et si le son il change, la forme change. Donc si on régule la fonction, si on régule l'énergie à l'intérieur, eh bien on régule la fonction de la matière. Au lieu d'avoir une action purement mécaniste, on va coupler ça à une fonction énergétique qui va donner l'information pour que la matière s'oriente. Et ça, c'est un des grands piliers du travail énergétique. Et justement, en médecine chinoise, j'ai cru comprendre qu'il y avait des sons réparateurs. Oui. C'est-à-dire qu'on associait à des pathologies l'utilisation des vibrations sonores pour amener une certaine guérison. C'est dans le même ordre d'idée. Dans le même ordre d'idée qu'une vibration va mettre en résonance une sphère organique, une sphère fonctionnelle qui va nous toucher. Est-ce que tu auras un exemple d'un son pour un travail particulier, pour qu'on sente la sonorité, ou qu'est-ce que ça peut être? Oui, il pourrait y avoir des sons qui peuvent être émis, mais je voudrais rester sur les principes généraux plutôt. Parce que l'expérience en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'une certaine attention, tout ça n'a pas véritablement de sens en soi. Mais le son, ça peut être par exemple, je vais dire une bêtise parce que je ne sais pas, mais ça peut être zen. Zen, quand on le dit zen, ça peut amener une vibration qui va faire un travail. Oui, parce que ce son-là, mais on prend même les chants. Il y a des chants qui guérissent. Il y a des chants, quand quelqu'un chante avec son cœur autour, il y a quelque chose en nous qui vibre, on le dit. On est touché, on est émerveillé. Il y a une vitalité qui se réveille en nous. Eh bien, imaginez que maintenant ce chant, il soit continuellement orienté dans une direction. Il va finir par avoir une incidence profonde. Il va finir par modifier
impacter la circulation à l'intérieur du corps. Et c'est le principe sur lequel se basent les praticiens pour travailler avec le son. On peut travailler avec le son, on peut travailler avec la musique, on peut travailler avec plein de choses. Tout est vibration, finalement. Maintenant, il y a des spécificités pour bien comprendre, aligner et s'ajuster à ces choses-là. D'où l'importance de la sonorité du prénom aussi. Parce que c'est un son qu'on va répéter toute sa vie. Oui, effectivement. On est, quand on parle, on émet des vibrations, effectivement. Et quand on est nommé, eh bien, c'est une musique finalement qui sonne. Et puis on peut être d'ailleurs, chacun, on peut aimer ou pas son prénom. Et de manière plus ou moins intellectuelle, c'est un ressenti. Il y a des gens qui se sentent en collision avec l'énergie de ce prénom. Donc ils prennent d'autres noms. Des fois, ils ont un surnom. C'est un nom ou autre chose qu'ils mettent dessus. Ou ils ont un diminutif. Un diminutif, il faut se demander de quoi on est diminué. Hein. Ouais, on t'enlève quelque chose. Hein. On t'enlève une part de la sonorité. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça résonne plus pareil. Mais disons que la personne va mieux se reconnaître dans une fréquence que dans une autre. Par rapport à justement cette utilisation des sons, que ce soit dans la médecine ou dans l'analyse, j'ai cru comprendre que tu t'intéressais à l'alchimie. Il y a une partie de l'alchimie qui s'intéresse au langage des oiseaux. C'est justement cette étude des jeux de mots, des sons, du bruit des lettres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect de l'étude de la langue? Ouais, tout à fait. Je vais... Ça n'a rien à voir avec le Qigong? Ou ça a à voir un peu avec le Qigong? Où il y a une partie du Qigong je vais revenir un petit peu en amont sur un terme qui a été nommé, c'est l'alchimie. Et par exemple, il faut comprendre que dans la médecine chinoise, dans le Qigong, le Tai Chi, il y a des courants philosophiques qui ont alimenté ces pratiques en Chine depuis très longtemps, dont le courant taoïste. Et les taoïstes sont des alchimistes. Donc ils ont une vision du monde particulière. Mais pour rester dans ce domaine-là de la médecine chinoise et du Qigong, le taoïsme a été un grand courant, le bouddhisme aussi a été un autre courant important, le confucianisme a été un courant important, le chamanisme d'une certaine manière a aussi influencé ces pratiques. Et donc on voit que tout ça a amené des compréhensions de plus en plus profondes, car chacune de ces philosophies mettait en exergue certains aspects. Alors pour revenir au taoïsme et à l'alchimie, oui, ils ont une vision du monde. Ils sont au cœur de la nature et ils prônent finalement la réintégration de l'individu au cœur même de sa nature véritable. Et qui serait qui serait à découvrir, qui serait encombré, qui serait désencombré du conditionnement. Certainement que cette nature véritable a quelque chose d'indéfinissable, de spacieux, qu'elle est certainement ce fameux point commun entre nous tous, qu'elle est exempte d'agitation surnuméraire en trop, et qu'elle est certainement très 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 liée à un équilibre profond. Mais c'est une découverte. Ça veut dire qu'il va falloir enlever les choses pour la découvrir. Ces fameux conditionnements dont on parlait, ces fameuses croyances dont on parlait. Il y a vraiment cette histoire de se dévoiler. Ça c'est de la langue des oiseaux, je me dévoile, j'enlève des voiles pour voir la lumière qui est au centre. C'était ce que faisait le pèlerin. Il se pèle lui aussi, hein. Il enlève ses horribles peaux, ses oripeaux, pour arriver au centre, trouver le cœur, trouver la lumière qui est au centre. Quelque chose d'éblouissant. Et puis, le chemin qui est entrepris à travers le Qigong, finalement, c'est visite ta terre intérieure. Et en visitant cette terre intérieure, tu vas te rectifier. C'est-à-dire que tu vas ramener dans ton axe, tu vas venir vers le centre, tu vas te rendre droit. Et en te rendant droit, tu vas trouver ce qu'on appelle la pierre occulte. C'est-à-dire la pierre philosophale. C'est-à-dire aussi la conscience qui est au centre et qui illumine toute chose. Voilà un petit peu la démarche. Et la démarche, si on l'entend, parce qu'on va en continuer de prendre ce jeu de mots, parce que la langue des oiseaux, c'est uniquement ça. Alors, ça s'entend, comme on le dit, c'est à la fois des homophonies, ça joue avec les sons, c'est un niveau de la langue des oiseaux. C'est-à-dire qu'on va y trouver des jeux de mots, des interprétations sonores qui vont nous faire penser à d'autres choses.
mais c'est aussi une étude sur l'étymologie des mots. Parce que les mots ont évolué, au départ ils avaient une signification profonde qui a changé, et quand on revient à cette signification profonde, on peut avoir une compréhension différente de ce qu'on est en train d'évoquer. Mais si on reste au niveau des sonorités, des jeux de mots, bah effectivement, si on entreprend une démarche, on l'entend bien, une démarche, on va arrêter quelque part, on va s'arrêter de marcher. Les gens qui veulent aller quelque part font des démarches, c'est très intéressant. Donc finalement, dans ces aspects-là, peut-être qu'il est intéressant de pas voir celui qui sont le plus loin, mais ceux qui sont le moins loin, le plus proche d'eux. C'est-à-dire, au lieu de chercher vers l'extérieur des solutions, on revient vers l'intérieur. Et quelle distance il y a entre moi à moi profondément? Il n'y en a pas. Si je dois passer juste de là à là, quelle est la distance véritable? D'ailleurs, c'est peut-être le plus long voyage à faire. C'est ce que j'allais dire, c'est l'immobilité qui nous ramène le plus loin. Ouais, elle nous permet d'être au centre, l'immobilité. Elle nous permet d'être en équilibre. Et cet équilibre-là n'est pas quelque chose de... C'est pas l'immobilisme. C'est pas la fatalité. C'est pas quelque chose de statique. L'immobilité dont on parle, elle est un peu similaire à l'immobilité qui illustre la toupie. C'est-à-dire qu'une toupie, quand elle tourne, elle est immobile, mais le champ de force à l'intérieur est très puissant. Simplement, l'ensemble des forces est équilibré et manifeste le centre. Dès que le déséquilibre apparaît, on la voit bouger, se déséquilibrer dans un saut et s'arrêter d'ailleurs. Il faut plus de force pour rester centré, immobile, que tourbillonner. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, non, au contraire, on n'a plus besoin de force. La force est totalement équilibrée, tout est aisé. Dès qu'il y a un champ de force qui va prendre la direction, alors il va y avoir des contrebalancements, des allées et des retours, ça va passer vers le centre, on va perdre notre équilibre d'un côté et d'un autre. Et ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup plus que de rester au centre. Pour en revenir à l'alchimie, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des principes? Alors, est-ce qu'on peut résumer un petit peu le principe même de l'alchimie en quelques mots pour les gens qui sont un peu étrangers à ce concept-là? Tu l'as un peu évoqué, cette recherche de la pierre philosophale, de transmuter. Moi, je dirais un petit peu, notre capacité d'homme, c'est de transmuter nos émotions finalement. Oui, mais c'est essentiellement ce qu'on vient de dire juste précédemment. C'est de retrouver le centre. C'est de trouver notre équilibre finalement. C'est de trouver le bonheur. C'est d'être là, à la bonne heure. Hein, c'est bien ça. C'est-à-dire que sinon c'est le malheur, comme on dit. Hein. Ou l'horreur, encore plus loin. Non, c'est juste être dans le présent. Finalement, la quête, c'est vivre véritablement ce que nous vivons là, avec le moins de filtres possible pour le vivre. Ce fameux moment présent dont tout le monde parle, qui n'est pas un temps, hein, parce qu'il n'y a rien qui échappe plus que le moment présent, hein, alors en termes de temps. Justement, le moment présent, comme tu dis en ce moment, tu as des écrivains comme Eckhart Tolle qui font des gros best-sellers, bien sûr, qui nous expliquent la réalité fractale de l'instant et l'importance de vivre ce moment présent en pleine conscience. Tu adhères à cette philosophie du moment présent? À partir du moment où c'est un jaillissement, c'est-à-dire que quelque part on sort de l'aliénation de notre passé, de notre histoire, d'ailleurs sur lequel on ne peut plus rien faire, hein, concrètement. Hein. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas modifier un iota du passé. Alors il y a des gens justement qui parlent d'une rétrocausalité qui explique que le passé et le futur, le temps n'existe pas puisqu'on est, comme tu dis, dans ce moment présent, mais on a des lignes temporelles qui sont plus ou moins définies vers lesquelles on va, qui peuvent être modifiées. Mais on a des lignes temporelles vers le passé qui peuvent aussi être modifiées, ils disent. Malgré la conception qu'on a, nous, que le passé est figé, le passé ne serait pas figé. De deux choses l'une. Si le temps n'existe pas, on va arrêter de parler de passé, de présent et de futur. Point barre. Donc effectivement, il y a des lignes de probabilité. Et effectivement, on va être poussé dans ces lignes de probabilité. Et effectivement, des choses vont pouvoir bouger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ne va être finalement manifesté et réalisé que dans un présent. Même si je pense à mon passé, je le ramène dans cet instant présent pour le vivre finalement. Pour vivre l'image. Parce que je vis l'image, hein, je vis la représentation. Hein. Je vis plus du tout, les gens ils sont plus là, rien. Donc je prends juste le schéma et puis j'essaye de me le remettre ici. Et la projection sur le futur, c'est pareil, hein. Ça n'existe pas encore advenu, on ne sait pas, c'est une probabilité qu'on va mettre ici. Et puis on fait un gros amalgame. Mais ça peut être autant de choses qui nous empêchent de voir ce qui est là, de dévoiler la réalité qui est là, présente, simple, sous nos yeux.
et qui n'a pas besoin de s'encombrer de tout cela. Les regrets du passé, les angoisses du futur. Ouais, et si tu les prends pas, est-ce que tu meurs instantanément? Non, tu vis. Il y a un très beau proverbe qui dit « Le poids d'une pierre n'existe qu'à partir du moment où on la porte ». Oui, les choses peuvent exister, mais si je les prends, effectivement, je vais en sortir le fardeau. Mais si je les prends pas, qu'est-ce qui se passe? On avance quand même. On avance quand même, la vie continue, ouais, super. Moins d'encombrement, et c'est peut-être ça qui est... Tous les outils que proposent les Qigong, l'alchimie et tout ça, finalement n'auraient que pour objectif de nous ramener dans cette qualité d'être, juste être. Simplement, laisser la vie être, telle qu'elle. Ah, ok. De pouvoir la vivre et pas rester en survie à travers les images qu'on en a. D'arriver à justement, les outils seraient pour nous aider à nous déscotcher un petit peu de tout ce qui nous colle à la peau, on dira, et qui nous obscurcit finalement. C'est l'habitude d'utiliser notre mental qui, comme on disait au début, qui en fait une part prédominante de la manière qu'on a de percevoir le monde. Oui, c'est de le mettre partout, c'est d'essayer de tout vouloir comprendre. Dans les sociétés traditionnelles, très souvent, il y a une acceptation d'un aspect mystérieux, c'est-à-dire de quelque chose qui est transcendant. Là encore, la philosophie chinoise dit quelque chose avec un philosophe qui s'appelle Liu Dongping. Il dit, face au mystère, n'essaye pas de résoudre le mystère, deviens le mystère. C'est cette invitation-là à pas comprendre, mais juste ok, je suis dans la vie, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je vois ce qui se passe, ça se réalise. Tu l'acceptes et je le ressens. Je le ressens, je le vis. S'il y a une adaptabilité à manifester à ce moment-là, elle va se manifester spontanément. C'est pas rester avec 2,5 de tension, comme je le disais tout à l'heure, en disant je vais plus rien faire, je vais attendre que ça passe. C'est pas une vie de mollusque. Regardez, les gens qui sont éveillés, c'est des gens qui ont une vivacité d'esprit, une vivacité de vie qui est incommensurable. Et surtout leur joie. C'est la joie qui transparaît le plus. Est-ce que vous avez vécu des expériences mystiques? Est-ce qu'on peut en parler? Comment évoquer ça? J'essaierai de l'évoquer de la manière suivante. À partir du moment où on se pose la question comment on arrive à vivre dans un tel conditionnement, dans un tel enfermement, en croyant que c'est la réalité et que c'est naturel et qu'on dit que c'est ça qui est la nature, dès que ça commence à s'enlever, c'est pas que c'est surnaturel, c'est qu'on revient à notre état naturel. La question n'est pas comment on peut faire avoir des expériences surnaturelles, la question est comment j'arrive à continuer de vivre ou de survivre avec tant de limitations. C'est juste ça la vraie question. C'est comme aujourd'hui quand on fait l'apologie du bio. À mon sens, c'est un point de vue, mais c'est pas le bio qu'on devrait étiqueter, c'est tout le reste qui n'est pas bio. Dire non, ça c'est fait avec telle chose, telle chose, telle chose. Ça c'est naturel. Il n'y a pas à y revenir dessus. C'est plutôt mettre le point, dire là quand même, ça fait ça, ouais, d'accord. C'est important que ce soit noté et de dire clairement que c'est cultivé de cette manière-là. Que ça exploite 2/3 de l'humanité pour des... Et c'est important aussi. Donc ta plus grande expérience mystique, c'est de te demander comment tu as pu vivre dans ce monde avant d'en sortir. Ouais, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui, c'est la prise c'est de réaliser qu'il y a des choses beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus simples finalement. Et que c'est vaste. Et que c'est vaste. Que le vivant est vaste. Qu'il a beaucoup plus de richesse que des fois on le laisse transparaître. Que le fait simplement de moins se sentir isolé. Parce que quand on est très séparé des choses, quand on est très enfermé dans nos croyances, on est très isolé, on est très seul finalement. On se sent souvent agressé par l'environnement. On sent un poids comme une chape qui pèse là-dessus. Mais ça vient de la résistance que nous avons de notre isolement. Dès que celui-ci commence à avoir plus d'espace, où la pression se pose beaucoup moins, on se sent plus en interrelation avec notre environnement. Donc une compréhension plus grande s'instaure.
Donc c'est plus facile finalement. Et c'est peut-être pour ça que ça attire tant, parce que c'est simplement plus simple. Est-ce que par rapport à la pratique de l'alchimie, je sais que tu es aussi un enseignant de la trame, Oui. qui est une méthode alchimique de soigner à travers des gestes. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la trame? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. J'ai cru comprendre que c'est un contemporain qui vit encore, qui Tout l'a à fait, inventé. bien sûr, Est-ce c'est que Patrick tu peux nous en- Berestenas. Voilà. C'est Patrick Berestenas qui a mis en œuvre la trame, qui l'a mis en place. Et lui, c'est aussi la suite de son parcours. Il est arrivé au bout de son chemin, il a réalisé. Et comme on le disait tout à l'heure, toutes ces voies ne sont pas uniquement des voies de consommation. Elles permettent à l'individu de réaliser les choses. Et cette réalisation des choses, eh bien, lui donne envie dans son cœur d'ouvrir et d'offrir à l'environnement des outils aussi pour pouvoir faire des choses. Et dans ces outils-là, Patrick, entre autres, a mis en place la trame et l'a offert. Et donc la trame, elle s'appuie sur les principes qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une onde, une énergie, quelque chose qui préside à la forme, un canevas, une voie de circulation de l'information à l'intérieur du corps qui permet à chaque cellule, à tout cet organisme de fonctionner en disant à chacun d'entre elles, telle est ta place, telle est ta fonction. Alors bien sûr, ce canevas initial, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, par les émotions, par plusieurs aspects de la vie, peut se trouver perturbé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des accumulations qui se produisent, il y a des voies de circulation qui sont déviées, il y a un déséquilibre qui se manifeste. Et donc on change d'état de l'équilibre, on tombe malade. Et finalement, c'est le grand principe de la médecine chinoise, perturbation de la circulation de l'énergie ou de l'information, dit pathologie. Donc l'idée, c'est comment on restaure ça. Alors Patrick, lui, a vraiment eu l'idée de génie de dire, mais on va simplifier les choses. On va voir que nous sommes dans un corps dans un monde qui est au moins tridimensionnel, donc il y a bien un volume. Eh bien, l'énergie en plus dans notre monde, elle ne circule pas de manière anarchique, elle circule de manière sinusoïdale. Eh bien, en se mettant à la résonance de la sinusoïde du corps, on va lui permettre de retrouver son mouvement initial. Et tout ce qui faisait obstacle va finir par être éliminé par l'organisme, plus ou moins directement. C'est-à-dire que la trame permet de rétablir le schéma de cohérence de la circulation de l'information à l'intérieur de l'organisme. Comment? À travers une approche de 16 gestes où le praticien va se mettre en résonance avec le corps, il va poser ses mains sur 16 endroits du corps, sur 16 endroits de la structure du corps, pour permettre à cette onde initiale de retrouver son mouvement. In fine, quand tout circule de manière harmonieuse, eh bien l'organisme a tendance à retrouver son équilibre. Finalement, on peut dire que c'est une voie de réalignement, la trame, qui par conséquence est une voie thérapeutique, c'est-à-dire qui par conséquence va ramener le rétablissement de la santé. Mais finalement, si on pouvait aller pousser un peu plus loin, ce rétablissement de la santé, c'est le bonus. L'idée, c'est je retrouve mon axe, je reviens dans ma vie, je reviens et je mets en œuvre ce qui est juste pour moi. C'est-à-dire que la trame va proposer à l'organisme de pouvoir structurellement permettre que ce soit plus fluide. Et bien sûr, l'individu va avoir des prises de conscience et va devoir agir aussi dans son existence pour maintenir ce qui est juste pour lui. Parce que, imaginez, on ramène quelque chose à l'origine, ou du moins dans son fonctionnement optimal, mais je continue d'avoir exactement la même attitude dans la vie, il y a tout à fait, il n'y a aucune raison Que ça se rebouche pas. Eh ben oui. Je veux dire, vouloir changer en faisant toujours les mêmes choses, c'est pas possible. On ne peut pas changer en restant pareil. Il y a un schisme là, véritablement. Et si les gens viennent voir en disant « Ah ben qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Oui, on peut peut-être on peut aider certainement à faciliter, à retrouver ce qui est juste pour vous. Mais à un moment donné, la personne doit mettre en œuvre ce qui est juste pour elle. Qui, soit dit en passant, le praticien n'en sait rien du tout ce qui est juste pour la personne. On ne va pas être dans une vision interprétative et psychanalytique des choses là. On est dans une vision de mise en résonance. Imaginez, la quête, c'est la quête du centre. On est sur un cercle. Je suis à un bout de ce cercle ici. Puis j'ai une vision du centre, moi. Je la connais, je l'ai parcourue. Je peux dire, je connais le chemin pour aller trouver le centre. C'est celui-là. C'est cette direction-là. Mais je rencontre une personne, elle, qui est ici sur le cercle. Si je lui donne cette direction, elle va la prendre. Hein.
mais elle n'est pas prête d'ouvrir le centre. Hein. Ça veut dire que pour cet individu, son comportement va peut-être être diamétralement opposé au mien pour comprendre ce qu'est le centre. Donc vous voyez, on ne peut pas avoir une vision en disant moraliste, en disant il faut avoir tel type de régime alimentaire, faire telle chose ou telle chose pour être bien. Non, essayez de trouver ce qui est juste pour vous. Comment on peut le découvrir, ce qui est juste pour nous? Eh bien la justesse, elle a quand même cette caractéristique, c'est qu'elle nous sort de l'agitation. Elle nous sort des aspects émotionnels. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Le centre, c'est quelque chose de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de surexcitation aux choses. Il y a une évidence pour agir, c'est équilibré, c'est simple. Et ça, chacun d'entre nous peut facilement le ressentir. Est-ce que le thérapeute, alors il met ses mains à des endroits donnés, c'est des gestes qui durent 2 à 3 minutes. Est-ce qu'il émet une intention ou est-ce qu'il a une pensée particulière pour que la trame se passe de manière meilleure ou pas? Non, il n'a aucune intention au sens de vouloir faire quelque chose. Lui, il se met en résonance et à l'écoute. Simplement, le thérapeute, là, va travailler sur des axes. Donc il va permettre à cette onde de circuler sur des axes. Donc il va juste donner la direction de l'axe dans lequel la sinusoïde doit circuler. Au-delà de ça, il n'a aucune volonté, intentionnalité quelconque. C'est-à-dire, il dit pas... C'est un outil finalement. C'est un outil. Il se met à la place d'un outil. Exactement. Plus il va être transparent d'ailleurs, plus il va laisser passer les choses, plus il va laisser passer cette résonance, moins il va la teinter en quelque sorte. Donc un très bon praticien n'a finalement aucune intentionnalité, il met juste en résonance les choses. Patrick Borensteiner, c'est un alchimiste, il met dans la trame les intentions de l'alchimiste, les gestes sont codifiés. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre au noir, au blanc, au rouge? Comment ça s'intègre à l'intérieur de l'idée de faire vibrer la trame pour justement nettoyer un petit peu tout ça? Bien, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que on a 3 grands principes qui sont fondamentaux, hein, qui sont la matière, l'énergie et l'information. Bon, on arrive avec une matière qui est coagulée, hein, qui est fermée, qui a des déséquilibres à l'intérieur. Eh bien, le premier temps, ça va être un temps d'ouverture. Ça veut dire qu'on va décristalliser les choses en ouvrant le maillage. C'est-à-dire que si on avait un végétal et qu'on pouvait le transformer, trouver les éléments, différents éléments, eh bien on l'ouvrirait finalement. Eh bien c'est cette idée-là. La première chose, on va décomposer, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, c'est juste d'ouvrir. Une fois que ça c'est ouvert, si on prenait un végétal, comme je le disais, c'est par la calcination, donc il devient noir. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'œuvre au noir, c'est-à-dire la putréfaction de la matière, c'est-à-dire la décomposition, c'est-à-dire que les éléments vont apparaître et on va pouvoir ensuite clarifier ces éléments, les rendre simples. C'est-à-dire que c'est un travail entre guillemets de purification maintenant. Ça c'est ouvert. La deuxième idée, on fait passer le souffle à l'intérieur pour simplifier et tout ce qui ne fait pas partie des composants va être éliminé. C'est ce travail de purification dit du souffle ou de l'œuvre au blanc, de purification. Puis ensuite, maintenant, la matière va se recoaguler, finalement, va se réorganiser avec le moins d'entraves possible. Et là, eh bien, finalement, elle fait plus obstacle à la circulation et on peut dire que le corps s'illumine. C'est-à-dire, c'est cette fameuse œuvre rouge qui est symbolisée par un phénix. Et symboliquement, on a ce corbeau, cette œuvre au noir, là, ce corbeau qui renaît de ses cendres et qui crée le phénix. Voilà, ce sont des images symboliques qui plutôt vont décrire un processus d'ouverture, de transformation et ensuite une nouvelle forme réapparaît qui sera plus ou moins stable, qui va plus ou moins garder son équilibre, puis qu'il faudra plus ou moins réouvrir, réaligner jusqu'à ce que quelque chose se passe réellement dans cet alignement. Est-ce qu'on a des moyens de stabiliser cette nouvelle forme? Après, comme tu dis, on doit chercher maximum à s'approcher de son centre finalement pour le conserver, cet état. Ouais. Mais est-ce que toi tu as des techniques ou des choses pour toi personnellement, puisque ça ne pourra être que pour toi? Oui, mais l'idée majeure qu'il y a derrière, c'est de contenir, maintenir cette libre circulation à l'intérieur du corps, donc de ne pas accumuler d'énergie. C'est-à-dire d'avoir une écologie relationnelle pour que cette énergie surnuméraire que sont les émotions puisse se vivre de manière très très fluide. Parce que la problématique,
c'est que notre organisme, il n'est pas fait pour accumuler de l'énergie, mais fait pour faire circuler l'énergie. Donc à partir du moment où on a une émotion, mais que tout d'un coup le rapport est équilibré, ben, il ne se passe rien dans le corps, c'est ok. La problématique est quand on la stocke, quand on l'accumule, quand ça met une surpression à l'intérieur. Alors là, il va se passer quelque chose. Donc il faut dire aux gens qu'il faut déjà prendre le temps d'arriver à décoder ses propres émotions. C'est de les vivre. Les vivre, les décoder sans décharger et... C'est-à-dire, les décoder, ça a plus ou moins d'importance. C'est-à-dire que ce n'est pas la signification qu'elles ont. C'est dans la capacité à même de pouvoir être... pourquoi ça naît finalement cette émotion? Une émotion, c'est une énergie qui rentre à l'intérieur du corps, qui fait une surpression sur une résistance. Je résiste à quelque chose. Je veux quelque chose et je ne l'obtiens pas. Là, ça crée de l'émotion. Ça peut créer de l'émotion. Ça crée une énergie surnuméraire. Ben, sur quoi ça bute? Sur une croyance. Et si je lâche ma croyance, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout d'un coup, est-ce que ça peut mieux passer? Parce que c'est pas forcément de la faute de l'extérieur. Hein. C'est pas les autres qui sont toujours très méchants et qui me font faire de l'émotion. Je peux me faire de l'émotion à moi tout seul, juste en pensant à quelque chose de manière intrinsèque qui me met dans une qualité, puis je mouline, puis tout d'un coup ça chauffe. J'ai eu besoin de personne pour me créer de l'émotion. Donc c'est bien le rapport avec quelque chose auquel je résiste à l'intérieur, que je ressasse et qui n'est pas fluide. Et l'idée, c'est d'avoir une certaine forme d'écologie relationnelle, de pouvoir laisser entendre et laisser les choses passer au niveau émotionnel, pas les surjouer. Mon propos n'est pas de dire de rentrer dans une crise de nerfs toutes les 5 minutes parce que j'ai pas ce que je veux et que c'est de l'émotion et que je la laisse sortir. Non, c'est aussi de dire ça, comment ça peut s'évacuer tranquillement et surtout, qu'est-ce qui fait que c'est produit comme ça? Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Ce que je lis comme livre en ce moment, je lis je lis un livre qui est un traité indien sur la non-dualité, très intéressant. C'est un traité sur le rapport entre l'observateur et l'observé. C'est un traité du XIIe siècle qui parle de cette position de la conscience qui perçoit les choses et qui ne se confond pas avec ce qui est observé et qui est un outil pour nous ramener vers ce que nous sommes véritablement finalement. C'est presque de la médecine, enfin de la physique quantique du XIIe siècle. Bah ouais, globalement, un peu monomaniaque du truc, quoi. On est toujours dans la même chose. Mais essentiellement, parce que très certainement, il y a un point commun à tout ça. Très certainement. Le faisceau de probabilité que ça y ait une origine commune est de plus en plus grande. C'est bien parce que ensuite la diversité permet d'éclairer ce point commun de multiples façons. C'est génial. Moi, je suis absolument ébloui d'entendre certaines personnes parler du truc. Je dis mais c'est ce que disaient les anciens. Il en parle comme ça, c'est bien, super. Mais c'est pas intrinsèquement quelque chose qu'il a découvert et qui va révolutionner notre humanité. Non, c'est juste quelque chose de super, on en parle d'une autre manière. Et peut-être la manière dont on en parle aujourd'hui va plutôt toucher certaines personnes ou d'autres. Mais voilà quoi, je suis plutôt heureux d'entendre que par exemple les études de la physique, de la science, amènent un éclairage qui valide les conceptions anciennes. Les bienfaits de la méditation, voilà, les champs magnétiques du cœur, les neurones dans le ventre. Fantastique, génial. Si ça permet aux gens de pouvoir y accéder et de pouvoir œuvrer et pouvoir faire, super. Bon, on arrive à la fin de notre entretien. Merci. Est-ce que tu voulais dire un petit mot aux web spectateurs? Un petit message que tu as envie de faire passer, surtout n'importe quoi d'ailleurs? Non, je crois que l'idée c'est de retrouver vraiment une certaine forme de simplicité, de joie de vivre. Vraiment, ne pas oublier de vivre heureux. La vie est ce qu'elle est, elle s'écoule, elle passe. La vivre pleinement, c'est certainement le cadeau le plus riche et le plus cher qui puisse nous présenter. Et se présenter à nous de toutes les manières. Donc, profiter de l'existence, vraiment, se nourrir de l'existence. Vraiment. Merci Marc. De rien, continuez bien.